Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais m'amuser à un nouveau format. J'avais pas pensé le faire justement, mais un ami m'avait donné l'idée de faire genre un billet littéraire sur un livre que j'avais beaucoup aimé, Siddhartha. Mais finalement, je préfère le faire en vidéo et pour un autre livre. Siddhartha, je le ferai peut-être plus tard. Et pareil pour Nino Kochise, que c'est un des livres que voilà que j'ai surkiffé. Aujourd'hui, ce sera pour Survivant, comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Alors, un jour, une histoire. Il était une fois en Uruguay une équipe de rugby, euh, tous plus jeunes que moi. Après le crash, le dernier survivant, il avait un an de moins que moi, donc 26 ans, qui partait pour jouer au Chili. Et pendant le voyage, un vendredi 13, il s'écrase en plein dans les Andes, là où il y a que de la neige. Et il y a sur le coup 27 survivants sur les 45 qui étaient partis. Et du coup, ils se retrouvent là, au milieu de nulle part, à devoir gérer à la fois et le froid, et les rations, et tout ce qu'ils ont, et tous les problèmes aussi sociétaux. La plupart des Uruguayens, c'était des, on va dire, des mecs de droite, je sais plus comment on dit, bon, pas des socialistes quoi. Et il y en avait quand même deux qui étaient socialistes, qui méprisent un peu la bourgeoisie et qui s'habillaient mal pour voilà se mettre en contre ça. Et ça mettait déjà un jeu de pouvoir, un jeu de, de qui va être plus seul, qui va être en équipe. Du coup, ce qui est incroyable dans ce livre, non seulement que c'est une histoire vraie à la manière dont ils ont survécu, mais c'est les jeux d'équilibre des classes, on va dire. Comment les plus forts, ils avaient le droit à certaines choses simplement parce qu'ils allaient partir en expédition et que du coup, il leur fallait plus d'énergie. Comment ceux qui avaient le tibia complètement cassé ou un bout d'intestin qui sortait du corps, il devait s'occuper à d'autres tâches minimes qu'il pouvait faire, comment certains ils déprimaient sur place, ils voulaient plus rien faire, etc. Donc le jeu au niveau de la psychologie humaine, au niveau de ce livre est vraiment incroyable, car ils sont restés quand même 70 jours dans les Andes et ils ont vécu énormément de choses. Les caractères changent au fur et à mesure du temps, les gens se dévoilent petit à petit ou s'améliorent, font des crises de panique et de pleurs et puis commencent à s'améliorer, ou d'autres qui semblaient très forts finissent par se rabaisser et devenir fragiles émotionnellement et tout ça. Et du coup c'est vraiment une histoire très puissante, surtout qui a touché l'opinion publique entière et qui a fait parler encore une fois de l'Uruguay alors que c'est un pays vraiment tout petit. Il y avait une phrase qui m'avait fait beaucoup rire, c'était un mec qui avait un caractère toujours un peu pessimiste et à chaque fois que quand ils étaient dans l'avion, il lui demandait d'aller à la porte pour aller voir le temps qu'il faisait parce qu'il fallait défaire les valises qu'ils avaient mis pour bloquer l'entrée et tout ça. Eh bien, il disait toujours il fait taille de froid et une tempête arrive. Et du coup, le mec il demandait à quelqu'un d'autre d'aller voir et à chaque fois l'autre il lui disait la vérité genre bon, il y a un peu de nuages mais le ciel devrait se dégager dans 30 minutes, un truc comme ça quoi. Et du coup, il y a plein de jeux comme ça de psychologie qui sont vraiment très intéressants. Et à un moment, ils en viennent à savoir quand même que ils commencent à manquer de rations, leur petit carré de chocolat plus leur petit gobelet de vin et tout ça commence à pas leur suffire et ils savent que dans tous les cas ils pourront pas tenir plus trop longtemps si les secours viennent pas. Et certains commencent à dire que si eux ils commencent à mourir, ils voudraient bien qu'ils mangent leur corps pour qu'ils survivent, que ça serait vraiment euh, un truc noble et qu'ils voudraient vraiment qu'ils le fassent pour eux. Et du coup là ils commencent à penser à est-ce que si ceux qui sont déjà morts dans l'accident, est-ce que ils voudraient bien manger, est-ce qu'ils voudraient bien qu'ils mangent leur corps s'ils devaient mourir, si eux étaient condamnés? Parce que ça, ils commencent à le réfléchir au bout du 10e jour. Avant, comme je disais, ils se nourrissaient de tout le reste. Et encore, j'ai sauté le début où c'est plein de hurlements, plein de douleurs, où il y a deux médecins qui sont en deuxième année sur 6 avant de devenir médecins et tout ça, qui essayent de s'occuper des gens, mais certains meurent sur place, d'autres agonisent, certains veulent se suicider, mais ils les autorisent pas parce qu'ils sont catholiques et tout ça. C'est vraiment beaucoup de questionnements intérieurs sur vous, comment vous auriez fait à leur place. Et du coup, après, ils arrivent à mettre la radio. Et à un moment, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire, c'est quand il lui dit hé les gars, bonne nouvelle. Et on vient juste de capter à la radio, ils ont annulé les recherches. Et du coup, certains qui commençaient à avoir plus d'espoir, ils commencent à désespérer. Ils lui disent mais bordel, pourquoi tu nous dis ça? Et pourquoi tu l'annonces comme une bonne nouvelle? Et lui, il lui raconte du coup que c'est enfin à eux-mêmes de devoir s'en sortir. Ils vont plus rester sur place à devoir juste espérer, espérer et se morfondre et voilà.
ce qui est très intéressant aussi, c'est tous les sujets de dialogue qu'ils ont pour se remonter le moral au niveau de leur famille, au niveau de leurs copines, au niveau de ce qu'ils feront quand ils se retrouveront à Montevideo ensemble, quel repas chacun va apporter aux autres une fois que tout sera bien, etc. etc. Et, euh, et du coup, d'abord ils vont retrouver l'aile arrière de l'avion qui avait été cassée et ils retrouvent pour essayer de reconnecter la radio. Mais bon, ils se rendent compte que c'est pas qu'ils n'y arrivent pas et tout ça. Mais avant ça, ils doivent d'abord attendre plusieurs semaines avant que les tempêtes s'arrêtent un petit peu. Parce que ça, c'était un vendredi 13 d'ailleurs, novembre. Et l'été, le printemps va commencer un 15 octobre, un truc comme ça. Non, pas le printemps, mais la fin des tempêtes et tout ça, que lui avait dit un taxiste chilien ou argentin à l'un des passagers. Donc du coup, ils sont obligés dans tous les cas de rester dans l'avion et de se cloîtrer et tout ça. Et au bout du 10e jour, ils commencent à manger les humains. Il y en a certains qui veulent pas les manger. Le médecin, il leur explique très bien qu'il faut qu'ils mangent qu'ils les mangent crus, on va dire, parce que de temps en temps, ils les font avec du feu, les rares fois où il y a un bon temps. Mais ça, à partir de 40 degrés, ça brûle énormément les protéines et ça diminue la quantité. Ça, voilà, pour dire comment fonctionne un petit peu la viande. Et, euh, et du coup, bah, ils s'habituent quand même à ça. Certains refusent d'en manger, d'autres meurent de maladies, de gangrènes parce qu'il fait un froid extrême. Quand les autres meurent, ils leur prennent leurs habits, ils se mettent des couches en plus. Ils dorment vraiment un peu les uns sur les autres. Et ils ont des maladies genre graves, genre des grosses hémorroïdes qui saignent, des gangrènes, vraiment des trucs comme ça. Et les deux petits médecins qui sont là sont vraiment, on va dire, débutants, mais en même temps, ils aident beaucoup. Ils coupent des ulcères, ils font plein de choses qui aident beaucoup. Et ils ont aussi des idées ingénieuses, comme créer des hamacs pour arriver à avoir un peu plus de place à l'intérieur de l'habitacle et tout ça, même s'il y a d'autres problèmes qui viennent à ce moment-là, le froid, comment ils doivent se ressentir, et ils doivent se mettre à plusieurs sur l'hamac, et puis il y a tous les blessés qui gênent à chaque fois qu'un veut sortir aux toilettes ou qui bouge pendant la nuit, et alors qu'ils ont certains des tibias qui ressortent de la jambe avant qu'ils leur remettent, certains ont perdu la mémoire en cours de route, etc., etc. Vous voyez un peu le topo. Et là, il y a vraiment, c'est fantastique, des personnalités pleines d'entrain et de leadership qui arrivent à gérer la situation dans les moments de crise et tout ça. Et naturellement, l'espoir du groupe, l'espoir des jeunes gens, et il y a une femme à l'intérieur, les autres sont mortes dans l'histoire, et, et l'espoir des gens se met sur ces personnalités plus, on va dire, fortes émotionnellement. Alors que certains qui avaient l'air forts sont parfois complètement sous le choc et le traumatisme de tout ce qui leur est arrivé, de leur désespoir et tout ça. Pendant ce temps-là, il y a les parents et tout ça qui font des recherches et tout, et on verra plus tard que ce que le sourcier leur avait dit, un sourcier uruguayen, bah, sur une zone de à peu près 30 km², était juste. C'était vraiment là que s'était écrasé l'avion et qu'ils auraient eu des chances peut-être de le retrouver. Car quand un avion s'écrase dans un autre pays, c'est de leur devoir de faire une recherche autour pendant au moins quelques semaines. En sachant que des avions, par exemple américains, s'étaient déjà écrasés dans les Andes, mais qu'au bout de quelques semaines, voilà, ils avaient fait leur recherche, puis s'étaient arrêtés, plus jamais. Ici, pour les Uruguayens, bizarrement, il y a eu des allers-retours de recherche, parce que beaucoup de civils uruguayens se faisaient tout pour continuer la recherche, et ils allaient voir même des devins, des choses comme ça, et ils louaient des hélicoptères, des avions et tout ça pour faire la recherche. Ils mettaient une prime à n'importe qui aurait... Ils donnaient une prime pour n'importe qui aurait des informations sur le sujet. Et ils faisaient des fouilles, ils organisaient des fouilles avec plein de gens pour voilà, quadriller le passage aussi à pied et voir s'ils ne trouvaient pas des visions sur tout ça. Donc, c'était aussi très intéressant parce que un des mecs qui était vraiment ouf, c'était Parado, qui avait toujours une envie folle de sortir pour partir et aller chercher de l'aide. Mais heureusement que les gens l'ont arrêté au début, parce que sinon il se serait tué pendant les tempêtes de neige et tout ça quand c'était trop dangereux. C'est là où on en revient que chaque fois dans les caractères, chez eux, il y a du bon et du mauvais. C'est très intéressant à le voir, mais malgré tout, ils restent unis. Il y en a plein qui chapardent, qui volent un petit peu, aussi bien au niveau du dentifrice que de la nourriture, que des cigarettes et tout ça, parce qu'ils n'arrêtent pas de fumer. Et c'est leur presque seul plaisir avec parler et tout ça. Et ils doivent trouver quand même un compromis, et c'est très très intéressant psychologiquement comment ils s'en sortent et comment certains remettent les pendules à l'heure, comment d'autres engueulent d'autres, mais sans aller trop loin pour pas non plus créer simplement de la discorde. Et ça part vraiment très très loin. Et
il y a les enjeux de pouvoir, parce que le corps expéditionnaire qui s'en va dans différentes directions, composé des gaillards les plus forts, ont le droit du coup à plus de nourriture, à moins de tâches à faire, à des choses comme ça. Et en échange, bah, ils ont le devoir de, voilà, d'essayer d'aller trouver des trucs dans l'aile de l'avion qui s'est cassé plus loin, d'aller trouver des routes, des sorties, etc., etc. Car les deux pilotes qui étaient âgés sont morts, un sur le coup et l'autre à l'agonie. D'ailleurs, il voulait son revolver et de l'eau, c'est tout ce qu'il demandait, mais ils n'ont pas voulu lui donner son revolver, et il a fini par mourir en 2 jours. C'était très intéressant, encore une fois, parce qu'on voit beaucoup de transformations. Ce jeune Parado dont je parlais, c'était quelqu'un de plutôt timide, et comme il disait dans l'histoire, est mal assuré. Et là, vraiment, ça a été pour moi, et bon, pour plein de gens, alors que dans l'histoire, je ne l'avais pas entendu de cette manière-là, vraiment le mec qui a réussi à, à trouver cette force-là, d'aller escalader cette montagne sur 3 jours qui était immense. Ils étaient à peu près 2000 mètres et elle était à 4000 mètres, en sachant qu'ils étaient en manque d'énergie, de nourriture et tout ça. Pour ensuite, quand ils ont vu de tout en haut, les 3 qui étaient allés faire cette expédition, que c'était à perte de vue et que la vallée, elle était genre hyper loin, bah c'est le seul qui a eu le courage de annoncer qu'il irait là-bas quoi qu'il arrive, même s'il devait aller tout seul. Pour avoir plus de vivres, ils ont laissé la 3e personne, qu'elle redescende, et ils ont pris ses vivres, qui retournent au camp, parce que le voyage allait être plus long que prévu, et le médecin qui était avec lui, qui était aussi un des plus forts quand même gaillards de l'équipe de rugby. Il a mis beaucoup de temps à se tâter, mais il est quand même allé avec lui pour la marche, et même s'il l'a ralenti sur la route, ils ont réussi à 2, après 10 jours de marche, sans compter les 3 d'ascension, à trouver enfin un paysan qui passait par là, même si, et voilà, et arriver à annoncer aux Chiliens qu'ils avaient retrouvé des survivants de l'avion. Et c'est là que j'en viens à Delgado, que c'est un mec qui chapardait beaucoup, genre il empêchait un autre d'avoir ses cigarettes parce qu'il disait que ça lui faisait du mal, mais lui derrière il les lui prenait sans le partager avec les autres, il prenait beaucoup de viande quand il taillait la viande dans les corps et qu'il la faisait passer derrière, ben, il y en a qui disparaient toujours dans ses mains, donc du coup les mecs l'engueulaient, mais ils pouvaient pas toujours savoir que c'était lui. Et n'empêche, il avait un talent oratoire qui, même s'il n'a pas très bien servi au niveau de l'avion, parce que les gens commençaient quand même à pas l'aimer pour ce qu'il faisait, même s'il le excluait pas, car certains qui avaient été exclus finissaient par mourir d'isolement. Je dis exclus parce que presque ils s'isolaient eux-mêmes, tellement ils n'avaient plus la foi de vouloir vivre et de vouloir espérer, de vouloir combattre et tout ça. Et il a un très bon discours à la page 335 quand quand enfin ils vont annoncer au monde entier comment ils ont vécu et comment ils ont survécu, parce qu'au début ils mentent, ils disent qu'ils ont survécu de fromage, d'herbe et tout ça, comme si les gens pouvaient aller s'imaginer qu'ils allaient vivre, de quelle manière ils allaient vivre en pleine neige s'ils étaient enfermés, complètement enfermés. Et là il annonce du coup devant toute l'assemblée en revenant en Uruguay: quand on s'éveille le matin dans le silence des montagnes et qu'on voit autour de soi tous ces sommets couverts de neige, alors on se sent seul, seul au monde, seul en face de Dieu. Car je puis vous assurer que Dieu est là-haut. Nous l'avons tous ressenti au fond de nous-mêmes. Et pourtant nous n'étions pas de ces pieux jeunes gens qui prient du matin au soir, bien que nous ayons reçu une éducation religieuse. Non, pas du tout. Mais là-haut, on sent la présence de Dieu. On sent surtout ce qu'on appelle la main de Dieu, et on se laisse conduire par elle. Quand arriva l'heure où nous n'avions plus rien à manger, ni rien qui y ressemblait, nous pensâmes, à part nous, que si Jésus, le soir du jeudi saint, avait partagé sa chair et son sang avec ses apôtres, c'était le signe que nous devions faire de même, prendre la chair et le sang comme moyen d'intime communion entre nous. C'est ce qui nous a aidés à survivre. Et maintenant, nous ne voulons pas ce qui a été pour nous le secret des secrets, l'intimité essentielle, soit vulgarisé ou n'importe quoi comme ça. Dans un pays étranger, nous avons essayé d'aborder le sujet dans un esprit aussi élevé que possible, et maintenant nous le traitons devant vous, nos compatriotes, exactement comme nous l'avons ressenti. Quand Delgado se tut, l'assemblée entière était profondément émue par ces paroles, et quand Daniel Juan demanda aux journalistes s'ils avaient des questions supplémentaires à poser aux survivants des Andes, personne ne leva la main. Là-dessus, toute la salle éclata en applaudissements pour les représentants de la presse uruguayenne et étrangère, et l'on fit ensuite une ovation pour ceux qui n'étaient pas revenus.
une manière de vous narrer l'état d'esprit dans lequel ils étaient et comment ils ont dû quand même annoncer cela. Parce que bien que l'Église les a directement pas absous, mais leur a dit que ce n'était pas des péchés, eh bien la presse, quand ils l'ont appris et qu'ils étaient encore au Chili, ont inventé énormément de choses, genre qu'ils avaient tué les plus faibles pour les manger, ou et ils leur parlaient d'une manière, on va dire, sans aucun tact et en posant des questions agressives et en inventant des choses alors qu'ils avaient juste vécu l'enfer et que eux-mêmes, dans ces conditions-là, je vous laisse imaginer ce qu'ils auraient pu faire. Et plus le caractère était bas des personnes, plus ils cherchaient des noises dans les avions et tout, dans l'avion et tout ça. Donc du coup, quelqu'un de faible psychologiquement qui peut insulter des gens comme ça et inventer des histoires alors même qu'ils savent même pas, c'est pour vous dire à quel point il fallait être fort psychologiquement et physiquement pour tenir. Donc à la fin, sur les 45, il n'y en a que 16 qui ont survécu et ils ont tenu 70 jours du coup dans les Andes de cette manière-là. C'était vraiment un livre incroyable, avec en plus plein de synchronicité sur mon histoire et tout ça. Mais bon, ça voilà, je vous en avais parlé un petit peu dans le post précédent. Et il y a le film, du coup, si vous voulez le lire, qui est j'imagine qu'on peut le trouver ou gratuitement sur YouTube ou en streaming. Et le livre qui est plutôt gros, mais qui est vraiment génial, avec toutes les images à l'intérieur, avec toute la description, car c'est un écrivain anglais qui a eu le rapport complet de chaque personne avec leur déclaration et tout ça, qui a fini par écrire le livre, et c'est vraiment très bien écrit en plus. C'est pas simplement quelque chose qui va raconter l'histoire d'une manière scientifique, mais ça a aussi son côté vraiment poétique et son côté littéraire vraiment très intéressant. Donc en ces jours de confinement et que nous on pense que voilà c'est la galère et qu'il y en a plein qui prennent hyper cher psychologiquement et tout ça, juste je vous invite à relativiser la douleur de chacun, et grâce à des histoires comme ça peut aider, et comprendre déjà la chance que tout un chacun a de pouvoir vivre et de pouvoir continuer à vivre. C'est ce qu'ils disaient les survivants, qu'ils avaient une vision complètement différente de la vie après, et qu'il n'y avait rien qu'ils avaient autant transformé que ce voyage-là, que cet accident-là, et la plupart s'étaient ensuite tournés vers Dieu et tout ça, même si certains, comme Parado, celui qui avait eu le plus de force et de courage pour aller jusqu'au bout, trouver de l'aide, que sans lui, je pense que la plupart, en fait, ils seraient tous morts, ben, il est revenu dans sa vie normale, et plutôt un peu... avant il était timide et tout ça, mais plutôt un peu fou niveau soirée, sortie et tout ça, pour compenser émotionnellement. Et pour lui, c'était plus sa chance à lui que la chance de Dieu et tout ça. C'est ça qui était beau, de dire que celui qui ne croyait le moins, on va dire, en Dieu en un sens, trouvait que c'était plus grâce à lui seulement qu'il avait réussi, et les autres qui croyaient plus en Dieu, ils croyaient que c'était grâce à leur prière, grâce à leur union, grâce à tout ça, même si bien sûr ça a de cette vérité-là. Et c'est intéressant parce que dans les conversations avec Dieu, il nous dit qu'avant de croire en Dieu, le mieux qu'on ait à faire, c'est d'abord de croire en nous-mêmes. Et qu'en comprenant vraiment nous-mêmes, qu'en voyant la plus haute valeur de nous-mêmes, on verra enfin la plus haute valeur des autres. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Bénis soient les courageux », car ils verront enfin Dieu une fois qu'ils auront vu la part sacrée, la plus intime d'eux-mêmes, ils la verront chez les autres. Donc voilà, c'était les survivants, cannibales, uruguayens, et l'histoire incroyable et vraie de comment on peut malgré tout garder confiance, gentillesse, force et foi. C'est ça qui est incroyable, c'est toutes ces émotions-là qui changent pendant qu'ils sont dans l'avion, en sachant qu'il y a une avalanche qui arrive à un moment-là et qui en tue 8 de plus, et c'est là qu'ils voient ceux qui arrivaient encore à garder assez de tact pour arriver à bien faire les recherches très vite et à sauver ceux qui pouvaient être sauvés, tandis que d'autres qui avaient été forts avant perdaient toute notion de ce qu'ils devaient faire, même étaient parfois paralysés, parfois se chier dessus, etc. etc. Plus le problème sanitaire qu'il y avait avec toutes leurs maladies, comment faire les toilettes, comment répartir la nourriture, qui s'en charge, etc. C'était vraiment en fait très vivant comme récit, alors que ça parlait aussi beaucoup de mort. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente méditation et à la prochaine. Bye bye.